Sourire 3 fois par jour, tous les jours, rendrait inutiles les médicaments, dit un proverbe chinois. On va voir avec notre invité si c'est vrai. Le sourire peut exprimer toutes sortes d'émotions, sentiments de joie, de plénitude, mais également de cynisme, voire de mépris. Si les yeux sont le miroir de l'âme, le sourire est celui des émotions. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Vous êtes moine bouddhiste, photographe, vous êtes également l'interprète français du Dalai Lama, et vous venez de sortir un nouveau livre, 108 sourires aux éditions de La Martinière, un livre absolument mais magnifique. On va voir défiler des photos pendant notre interview. Alors vous présentez dans ce livre le travail de Paul Ekman, qui est psychologue et qui a consacré sa carrière à l'étude des émotions et de leurs expressions faciales. Il est arrivé à définir un sourire sincère, un sourire triste, un sourire méprisant, apeuré. Comment est-ce qu'il a fait pour établir cette typologie? Eh bien, donc c'est un spécialiste de l'expression des émotions, pas seulement des sourires, bien sûr. Et donc, il y a, je crois, près de plusieurs centaines de muscles dans le visage. Et chaque type de sourire est caractérisé d'abord par un état d'âme particulier, mais aussi par une activation de certains muscles. Donc, par exemple, de faire baisser la bouche, froncer les sourcils, etc., etc. Un exemple typique est le sourire de Duchenne. C'est un scientifique français qui activait les muscles de la face avec des électrodes. Et il s'est aperçu qu'un faux sourire, c'est un sourire de complaisance, un sourire poli, on appelait ça le sourire Paname, du nom de ces tableaux publicitaires où il y avait le sourire simplement de la bouche. Or, le vrai sourire active les muscles circulaires autour des yeux qu'on ne peut activer volontairement. Donc, c'est un sourire qui doit venir du cœur. Et donc, c'est le vrai sourire. Mais il y a toutes sortes de faux sourires. Et c'est pas seulement d'ailleurs les muscles, mais aussi le ton de la voix. Et si on peut mesurer, il y a différents paramètres physiologiques qui reflètent le fait que ce sourire appartient à telle ou telle catégorie, principalement un sourire sincère ou un sourire fin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien votre religion, c'est vrai que le sourire, c'est une sorte de symbole. On a toujours l'impression, quand on voit le Dalai Lama, il est toujours souriant. C'est toujours une zénitude absolue, excusez-moi pour l'expression, mais vous êtes intéressé au sourire à cause de ça, de cette expression de... D'abord, il y a plusieurs raisons. D'abord, je crois que le sourire est inspirant, c'est ouvrir une porte vers l'autre, c'est dégeler évidemment une situation entre personnes. Puis aussi, si vous voulez, je crois qu'il est nécessaire de montrer des images tragiques, des images de guerre, des massacres, afin d'éveiller la conscience et d'inciter les gens à intervenir. Mais on peut en arriver aussi à une sorte de syndrome du mauvais monde, que tout va mal, que les gens sont foncièrement mauvais, et essayer de redonner un espoir sur la nature humaine. Je pense que le sourire étant l'expression, le vrai sourire, d'une sorte de bienveillance, de bonté, c'est aussi un peu redonner confiance dans la nature humaine, apporter une note d'espoir. Est-ce qu'il y a une culture derrière le sourire? Est-ce que tous les peuples sourient de la même façon? Alors, il y a des études qui ont montré, notamment si on prend des photos au hasard sur l'Internet dans différents pays, que 55% des Anglais sourient et 25% seulement des Polonais et des Hongrois. Je pense que c'est aussi une question culturelle. C'est-à-dire les Tibétains, qui sont les rois du sourire et du rire, si vous les prenez en photo, ils se figent. Parce que pour eux, une photo qui risque d'être encadrée quelque part, il faut qu'il soit sérieux. Alors, il faut jouer un petit peu, prendre une photo, puis et là, brusquement, le sourire revient. Donc c'est très culturel, mais il y a peut-être des gens qui ont plus le vague à l'âme. Mais il y a aussi un sourire tragique. Quelqu'un peut avoir une grande tristesse devant un événement tragique, et un sourire signifiera peut-être la volonté de poursuivre dans l'existence, de garder le sens de l'existence, de l'amour, de la compassion, en dépit des tragédies et des catastrophes. Alors, le sourire et le rire, on a souvent parlé du rire dans cette émission pour ses vertus thérapeutiques, entre guillemets, mais vous avez même, à l'issue d'une conférence, rencontré quelqu'un qui avait fait des études sur les diabétiques. Oui, alors, c'est un scientifique japonais, spécialiste du rire, qui ne riait pas beaucoup d'ailleurs. C'était curieux. C'est un pince sans rire, j'imagine. Et il a décrit qu'il a fait des études sur l'expression des gènes à la suite, donc l'épigénèse, savoir si les gènes s'expriment ou pas, et ça peut se faire très vite,
Donc il avait fait venir un millier de personnes dans une salle et fait venir un comique célèbre. Et puis à la fin du spectacle, il a mesuré le taux donc de sucre ou de glycémie et s'est aperçu qu'il avait baissé de manière significative et qu'il y avait aussi un effet au niveau de l'expression des gènes. Le lendemain, il a fait une conférence académique avec un professeur très sérieux et le taux de glycémie n'a pas baissé du tout. Et sa conclusion devant le Dalai Lama a été: si vous avez le diabète, n'allez pas écouter des conférences académiques. On va le faire après un discours politique, avant les présidentielles, pour voir si ça fait monter Voilà. ou pas le sucre. Mais c'est certain que le sourire, le rire est une thérapie qui combat le stress. C'est, je me crois, assez connu maintenant. Il y a des spécialistes en dehors de ce japonais. Il y a d'ailleurs des yogas du rire, il y a toutes sortes. En Inde, on voit dans les parcs des petits vieux qui se rassemblent et qui rigolent pendant des heures. Et c'est vrai, ça leur fait du bien. Alors, il faut dire que tous les revenus de votre livre vont être versés à votre association, Karuna Humanité et Développement, que vous avez créée il y a 10 ans. Vous faites quoi avec cette association avec les... Alors, nous avons accompli maintenant, avec un groupe de volontaires extrêmement dédiés, 110 projets dans l'Himalaya, du côté du Tibet, au Népal, en Inde, dans les domaines de l'éducation, des cliniques. Nous traitons maintenant 100 000 patients par an dans le nord de l'Inde, au Tibet, souvent dans des régions de nomades très reculées où les gens n'avaient pas accès du tout aux soins. Nous avons 15 000 enfants dans les écoles que nous avons construites. Donc c'est une forme de service dans des lieux où très souvent d'autres organisations ont du mal à travailler. Et donc ça correspond vraiment à un désir profond de se mettre au service des autres. Et en santé, il y a encore des besoins qui sont urgents ou pas sur place? Oh, oui, ça c'est. Je veux dire, nous, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Bien sûr, les gouvernements font ce qu'ils peuvent, mais très souvent, dans les régions qui sont en dehors des routes, il y a encore très peu de choses. Et souvent, une petite clinique, même très rudimentaire, ça fait une différence du tout au tout. On va mettre le site internet de votre association. Une dernière question, Mathieu Ricard, quand il y a quelques années, je ne vais pas dire quelques décennies, vous avez travaillé beaucoup sur la génétique cellulaire. Vous y intéressez encore? Aujourd'hui, malgré toutes vos activités, vous arrivez à vous tenir au courant? Je suis passé de façon un peu dilettante à la neurobiologie, puisque je collabore depuis 10 ans avec des neuroscientifiques, surtout aux États-Unis. Mais un des chercheurs français va revenir en France, Antoine Lutz, sur la méditation, c'est-à-dire l'entraînement de l'esprit, l'entraînement à l'attention, l'entraînement à l'altruisme, l'entraînement à l'équilibre émotionnel. Et il y a maintenant beaucoup de publications dans des revues scientifiques prestigieuses qui font état des transformations structurelles et fonctionnelles au niveau des réseaux neuronaux du cerveau à la suite de cet entraînement de l'esprit à long terme ou même à court terme. Déjà 8 semaines réduisent la tendance à l'anxiété, à la dépression, peuvent renforcer le système immunitaire. Donc il y a maintenant une flopée d'études cliniques également, principalement sur les effets de la réduction du stress par la pleine conscience et dans le cas des méditants à long terme, de l'entraînement à l'attention, à l'altruisme et donc à l'équilibre émotionnel. Merci beaucoup Mathieu Ricard. Je recommande vivement d'offrir ce livre aux autres. C'est une belle chose d'arriver par exemple quand on va dîner chez des gens, on peut changer des fleurs et apporter un livre sur le sourire. C'est absolument magnifique, les photos sont extraordinaires. Donc Mathieu Ricard, 108 sourires aux éditions de La Martinière. Pas d'exposition bientôt de vos photos? Peut-être. En tout cas, pour faire un don, évidemment, on a compris que l'association a besoin de vous. Le site de notre chaîne france5.fr, vous retrouverez dessus les coordonnées de votre association. Merci infiniment. Merci. Tout à l'heure, à 14h30, dans Allo Docteur, on va parler de la migraine, une affection fréquente sous-diagnostiquée qui peut gâcher profondément la vie.